Bonjour et bienvenue sur ATEC. Aujourd'hui, nous explorons les plaines de l'Idaho pour découvrir l'EBR-1, le premier réacteur au monde à avoir produit de l'électricité par fission nucléaire. Dès 1951, des pionniers y ont transformé la chaleur de l'atome en lumière, lançant l'ère atomique civile. Mais comment ont-ils pu dompter un alliage hautement réactif chimiquement pour transporter cette énergie sans catastrophe ? Quel dispositif ingénieux permettait de stabiliser une réaction en chaîne, alors totalement expérimentale ? Et comment la fusion partielle du cœur en 1955 a-t-elle paradoxalement sauvé la sûreté nucléaire moderne ? Plongeons dans cette aventure où la science flirte avec l'audace pour éclairer l'avenir. Ici, chaque bouton et chaque cadran racontent une histoire de précision chirurgicale au milieu d'un désert de sauge. L'expérimental Breeder Reactor 1 est situé dans la steppe de l'Idaho, sur le site de l'Idaho National Laboratory. Imaginez un paysage aride où surgit un bloc de béton abritant le futur de l'énergie. Le 20 décembre 1951, ce réacteur a généré assez de puissance pour alimenter 4 ampoules. Un petit pas pour l'ampoule, mais un bond de géant pour l'humanité, prouvant que l'atome pouvait servir à autre chose qu'à la guerre. Contrairement aux centrales comme Obninsk en URSS, connectées au réseau en 1954, l'EBR-1 était un pur outil de recherche. Son but, démontrer la surgénération. L'idée qu'un réacteur peut contenir l'uranium-238 ou plutonium-239. En théorie, cela permet d'utiliser l'uranium de manière 50 à 60 fois plus efficace. C'est comme si notre voiture produisait du carburant en roulant. Pour cela, l'EBR-1 utilisait des neutrons rapides, proscrivant l'eau qui les ralentit trop. Les ingénieurs ont donc choisi le NaC, un alliage de sodium et de potassium liquide à température ambiante, offrant une conductivité thermique exceptionnelle, malgré son caractère chimique, disons pyrophorique, au contact de l'air et de l'humidité. La manipulation de NaC exigeait une rigueur absolue, car ce métal réagit violemment au contact de l'oxygène ou de l'humidité. Si vous l'exposez à l'air, il ne rouille pas, il s'enflamme avec enthousiasme. Pour éviter cela, les systèmes étaient maintenus sous atmosphère de gaz inerte, l'argon. Le réacteur disposait d'un circuit primaire vers un échangeur, puis un circuit secondaire et enfin un système de vapeur pour la turbine. La régulation de la puissance ne reposait pas sur une couverture mobile de science-fiction, mais sur des mécanismes de contrôle novateurs. Un réflecteur en uranium entourait le cœur pour envoyer les neutrons vers le combustible. Imaginez des neutrons tentant de s'échapper et se faisant poliment renvoyer au travail par ce miroir atomique. Le contrôle fin était assuré par des barres de contrôle absorbantes. En cas d'anomalie, le système de sécurité déclenchait une inertion rapide de ces barres pour stopper la fission, comme on jetterait une couverture sur un feu. La conception même du réacteur garantissait qu'en cas de perte de contrôle, la réaction puisse diminuer naturellement grâce aux lois physiques. Le 29 novembre 1955, l'EBR-1 a connu son test le plus difficile. Une erreur de manipulation lors d'une expérience sur la réactivité a provoqué une montée en puissance non contrôlée et une fusion partielle du cœur. Environ 40 à 50% du combustible a fondu, créant une sculpture de métal irradiée. Cet incident fut un tournant majeur. Contrairement aux peurs cinématographiques, le confinement a parfaitement fonctionné. Les rejets radioactifs externes sont restés minimes, sans victimes ni impact hors site. Le bâtiment a gardé ses secrets radioactifs pour lui. L'analyse de cet échec a permis de comprendre les instabilités thermiques des réacteurs rapides, des données qui valent de l'or pour la sûreté mondiale. Le nettoyage fut une prouesse, obligeant à inventer des outils de manipulation à distance devenus standards aujourd'hui. Les blindages en béton lourd et plomb ont prouvé leur efficacité pour protéger le personnel contre les rayons gamma, confirmant qu'un bon mur de béton est le meilleur ami de l'ingénieur nucléaire face à l'invisible. La gestion du combustible suivait des protocoles drastiques. L'uranium enrichi est un métal lourd toxique émettant des rayons alpha, nécessitant des protections pour éviter toute inhalation. Personne ne veut d'un sandwich à l'uranium au déjeuner. Une fois irradié, il devient nettement plus radiotoxique après irradiation, à cause des produits de fission comme le césium et le strontium. Ces déchets exigent un confinement en piscine ou château blindé pour des décennies, voire des millénaires pour les actinides. L'EBR-1 a testé les premiers concepts de stockage à sec, sous gaz inerte, pour prévenir la corrosion des gaines. Aujourd'hui, le site est un musée fascinant aux consoles de contrôle dignes d'un vieux film d'espionnage. Les cadrans analogiques rappellent que l'ingénierie nucléaire est née de physique théorique pure et d'une instrumentation robuste.
Les ingénieurs de l'époque, en chemise blanche et cravate, manipulaient des concepts qui allaient changer le monde avec des registres en papier et une intuition hors du commun. Ils ont prouvé que l'on pouvait dompter des forces stellaires avec des outils qui nous semblent aujourd'hui rudimentaires, mais qui étaient remarquables pour l'époque. Chaque recoin de l'EBR-1 respire l'audace des années 1950. On y voit des vannes massives et des pompes électromagnétiques sans pièces mobiles. Une prouesse pour faire circuler le NAC sans fuite. Ces hommes ont transformé un danger chimique en un avantage thermodynamique, avec un génie admirable. Même l'incident de 1955, bien que stressant, a été transformé en une leçon de sécurité qui profite encore à tous les réacteurs actuels. C'était une école de pensée où la rigueur était la règle d'or. Ce petit réacteur perdu dans l'Idaho a éclairé bien plus que 4 ampoules. Il a tracé la voie de la compréhension nucléaire appliquée. L'humanité a appris ici que les forces les plus redoutables peuvent être guidées par une main attentive. L'héritage de l'EBR-1 se lie dans la résilience des structures et la clarté des procédures. En marchant dans ces couloirs, on comprend que la science avance par essai, par erreur, mais surtout par une volonté inébranlable de comprendre l'infiniment petit pour alimenter l'infiniment grand de nos sociétés modernes. Les pionniers de l'Idaho n'avaient pas de supercalculateur, mais ils avaient une rigueur qui force le respect. Aujourd'hui, alors que nous cherchons des énergies décarbonées, le concept de surgénération revient en force avec la génération 4. Ces nouveaux projets sont les descendants directs de ce prototype de 1951. La ténacité des équipes de l'époque, travaillant dans un isolement géographique total, reste un modèle. L'EBR-1 enseigne que l'innovation demande du temps et une humilité constante face à la matière. Les objets du musée, des gants de protection aux graphiques circulaires, racontent une époque humaine et technique sans précédent. C'est le récit d'une transition réussie entre l'équation abstraite et l'électricité concrète. Cette installation n'est pas qu'un monument, c'est le berceau d'une discipline qui façonne notre monde. Chaque visiteur marche dans les pas de géants qui ont osé poser les premières briques d'un édifice colossal. Ils ont transformé l'épée en soc de charrue, ou plutôt l'atome en courant électrique stable. Le silence actuel du bâtiment contraste avec l'effervescence intellectuelle qui y régnait. Mais l'énergie de leur découverte continue de circuler dans nos réseaux modernes. C'est un rappel puissant que la curiosité humaine, lorsqu'elle est alliée à la méthode scientifique, n'a virtuellement aucune limite. La persévérance est la clé. Pour terminer notre exploration, l'EBR-1 ne fut pas seulement la première machine à produire de l'électricité par fission, mais le laboratoire qui a contribué de manière majeure à la sûreté nucléaire mondiale. De l'usage de NAC à la gestion de la fusion de 1955, chaque étape a bâti les centrales d'aujourd'hui. Ce monument historique rappelle que la maîtrise de l'atome est un apprentissage continu où la rigueur prime sur l'enthousiasme. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et l'EBR-1 les a portés avec brio. Aujourd'hui, alors que les réacteurs rapides reviennent pour réduire les déchets, cet héritage est plus vital que jamais. Il marque le passage d'une force de rupture à une source de stabilité énergétique. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur l'EBR-1. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!